journée de clôture de la première édition des Journées de l'entrepreneuriat jeunesse. Donc je vais commencer par me présenter, je me nomme Hiram Samuel Lodi et je suis donc le président de l'association qui est l'origine de cette initiative-là. Pour parler brièvement de la SJC voit le jour en septembre 2013 par la volonté d'une quinzaine de jeunes Camerounais de doter notre génération d'une plateforme ou d'un think tank qui agirait sur trois principaux pôles. Donc, entrepreneuriat jeunesse, on a un pôle engagement citoyen et on a un pôle socio-éducatif et culturel. Donc, depuis la création en septembre 2013 et principalement tout au long de l'année 2014, les activités ont principalement été axées autour de l'engagement citoyen et du socio-culturel. En février 2014, il y a un an, jour pour jour, nous avons publié un ouvrage qui s'intitule Le carnet d'engagement pour la jeunesse, qui expose et propose notre vision de l'engagement des jeunes pour le développement socio-culturel et économique du Cameroun. La fin de l'ouvrage proposait un certain nombre de projets qu'il fallait mettre en œuvre et donc nous sommes attelés depuis un an à essayer tant bien que mal de les réaliser. Donc il y a eu une présentation du carnet en février à Douala, puis une deuxième présentation en avril à la Sorbonne à Paris, parce que nous avons les tiers de nos membres qui sont au niveau de la diaspora. Du 16 au 20 mai 2014, nous avons été une trentaine, donc une dizaine de membres de la SJC, entourés de 20 sympathisants, si je peux les appeler ici, à avoir fait le tour des chefferies de la région de l'Ouest du Cameroun. Donc nous avons essayé de matérialiser ce que nous pensions être l'unité nationale. Donc voilà, ça a été un apprentissage d'environ 6 siècles d'histoire. En décembre dernier, le 30 décembre, nous avons organisé notre première activité entrepreneuriale, un workshop qui portait sur le financement des PME au Cameroun. Donc nous avions des intervenants qui venaient tant des banques commerciales, de microfinance ou de la banque camerounaise des PME, qui ont essayé de venir instruire les jeunes sur comment constituer un dossier pour obtenir un crédit auprès des institutions financières. Donc la logique de l'année 2015 pour nous, c'est d'avoir le maximum de projets qui renforcent les capacités des jeunes porteurs de projets. Et les journées d'entrepreneuriat jeunesse sont dans cette logique-là. Donc nous avons démarré jeudi il y a 2 jours, au GICAM, il y a un certain nombre d'entre vous qui étaient là. Et la première journée a été une journée de formation, d'une part sur les techniques de recherche d'emploi et d'autre part sur comment monter un business plan. Donc nous avons eu à peu près 110-120 participants. Hier, il y a une journée d'emploi. Nous avons une demi-douzaine d'entreprises qui ont accepté de nous accompagner et qui ont mis à notre disposition leurs offres d'emploi réelles et des responsables de ressources humaines pour venir passer des entretiens à des jeunes frères et sœurs qui sont à la recherche de stages d'emploi. Je pense qu'ils devront en avoir 60-70. Et donc aujourd'hui, c'est la dernière journée qui, elle, va porter sur l'agro-business. Alors, pourquoi est-ce que nous avons voulu que cette journée soit axée sur l'agro-business? C'est parce qu'en ayant mené une courte réflexion au sein de notre association d'abord, nous sommes convaincus que ce que d'aucuns appellent la 3e révolution industrielle va de plus en plus amener les économies à s'orienter vers les domaines de l'agriculture, de l'élevage, des énergies renouvelables. Nous sommes convaincus que ce que d'aucuns appellent la 3e révolution industrielle va de plus en plus amener les économies à s'orienter vers les domaines de l'agriculture, de l'élevage, des énergies renouvelables. En ayant observé la constitution de la population camerounaise, avec 20% et en moins de 20 ans, et environ 75% et en moins de 40 ans, là aussi, je pense que nous serons tous d'accord que leur principal obstacle dans leur quête d'épanouissement vient de la recherche d'emploi. Et nous pensons que l'entrepreneuriat est la solution idoine pour résoudre ce problème. Malheureusement, l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Il faut un certain nombre de mesures, il faut de l'accompagnement financier, il faut de l'accompagnement technique.
Et donc, à notre niveau, pour le workshop, nous avons essayé de nous rapprocher d'un certain nombre d'aînés, de partenaires et d'institutions pour nous accompagner dans cette démarche. Donc, c'est ainsi qu'on s'est rapproché du GICAM. Et en ayant réfléchi rapidement avec le président André Fotso, il a insisté pour que la journée entrepreneuriale soit axée sur l'agro-business qu'il présente lui-même comme un métier noble, un métier d'avenir. Donc, tout au long de cette journée, nous aurons 6 intervenants qui parleront chacun d'un aspect particulier de l'industrie agroalimentaire au Cameroun. L'objectif étant qu'au sortir d'ici, les participants aient conscience qu'il y a de réelles opportunités dans ce domaine, qu'on peut commencer avec de petits moyens et qu'il y a des aînés à nos côtés pour nous accompagner dans les différentes démarches. Notre premier intervenant est M. Christian Fosso, qui est le directeur général de FIMEX International. Il sera mieux que moi décrire les activités de son entreprise. Mesdames, Messieurs, jeunes frères, chers amis, je suis particulièrement content, heureux d'être là ce matin. C'est avec honneur et devoir que j'ai accepté de vous présenter ce jour ma vision de l'agriculture comme étant un véritable levier pour accélérer la croissance et lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Mais avant toute chose, je vais me représenter. Je suis Christian Fosso. Je suis le directeur général de FIMEX International. Donc je parlerai dans un premier temps de FIMEX International. Ensuite, je vous dirai pourquoi et comment l'agriculture est un levier majeur pour accélérer la croissance au Cameroun. J'ai presque envie de dire que c'est le seul levier majeur pour accélérer la croissance au Cameroun. Ensuite, on parlera d'un projet type, le projet Un patron, une plantation. Et ensuite, je vous donnerai quelques recommandations sur ma vision et ma jeune expérience en matière d'emploi en général, mais surtout en matière d'emploi dans le secteur agricole. Alors, FIMEX International a été créé en 1993 par la vision de son promoteur, notre président Henri Fosso, qui est vice-président du GICAM. Les activités principales peuvent être résumées en 2 choses. La recherche et le développement, parce qu'il faut faire de la recherche. Ensuite, la commercialisation des produits et des solutions de protection de cultures tropicales. Le chiffre d'affaires de FIMEX aujourd'hui autour de 7 milliards de francs CFA. FIMEX, c'est une vraie succès historique camerounaise, comme il y en a eu peu. Créé en 1993 où il y avait 2 personnes, j'ai rejoint l'équipe moi en 1997 où on faisait un chiffre d'affaires autour de 500 millions de francs CFA. C'est d'ailleurs on a dépassé les 5 milliards de francs CFA et nous sommes extrêmement fiers d'avoir cru à ce métier, d'être une société 100% camerounaise, essentiellement des Camerounais, des capitaux camerounais, et on a une vision extrêmement ambitieuse. Tout à l'heure, je vous dirai comment on a une vision aujourd'hui régionale et internationale, et que la confiance et l'ambition, c'est la clé du succès. Une trentaine de personnes, en moyenne 15 cadres, 10 agents de maîtrise, et puis une quinzaine d'employés divers. Alors, si je devais faire un slogan pour FIMEX, ce serait cette page blanche qui dit « Plus que des produits, nous vous offrons des solutions ». C'est-à-dire qu'avec l'innovation, aujourd'hui, on peut faire pousser les plantes, même sur les cailloux. FIMEX devait faire chaque fois l'impossible. Et je voudrais vous faire un petit commentaire en matière d'équipe. Je m'arrête 2 secondes sur l'équipe. Je me plais à me dire souvent, vous savez, le premier capital d'une entreprise, ce n'est pas l'argent, c'est les hommes. C'est les hommes, et j'ai eu la chance, pendant ma carrière professionnelle, de lire, les rares fois où j'ai lu, un bouquin particulièrement intéressant d'un Indien, qui s'appelait Vinay Nayar, président directeur général de la société HTC en Inde. Son bouquin s'appelle « Les employés d'abord et les clients ensuite ». Il dit ceci, « Traitez votre employé comme vous voulez qu'il traite votre meilleur client. » Parce que ce n'est pas pour le patron qui allait vers le client, c'est l'employé. Donnez-lui la motivation, l'importance. Traitez-le comme vous voulez qu'il traite votre meilleur client. Et cette phrase, pour nous, n'est pas juste une phrase. On revient en 2013 à Kinshasa,
On a ouvert en 2014 un pôle au Sénégal, à Dakar, et on a encore travaillé sur la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, on a vraiment une société décomplexée. On se dit, comment se fait-il que les Chinois font 12 000 km et viennent travailler chez nous, et nous n'arrivons pas à aller dans les pays voisins? Et ensuite, on a un projet d'atelier de conditionnement moderne avec la société Syngenta, qui est leader mondial de la bougie. Alors, juste pour vous dire rapidement, CropLife est une organisation camerounaise affiliée à CropLife International qui regroupe les spécialistes de la protection des cultures. Il y a une douzaine de membres. C'est 44 milliards de chiffre d'affaires CropLife au Cameroun sur un marché de 62 milliards, donc 70% du marché est tenu par CropLife. C'est 7200 tonnes importées en 2013. Mais nous avons néanmoins quelques problèmes. La vie n'est pas rose tous les jours. Alors il y a des problèmes de fraude, des contrefaçons, des problèmes, des produits subventionnés par le ministère de l'Agriculture qui se retrouvent en vente sur le marché. Et puis il y a l'enclavement de certains bassins de production. Je pense notamment à la zone de Yukadouma qui pourrait permettre au Cameroun de doubler sa production en cacao. Malheureusement, il n'y a pas de route. Le problème de l'agriculture n'est pas un problème du Cameroun, c'est un problème de l'Afrique. Pour une croissance inclusive, il y a un développement durable, et puis on parlera d'un cas de réussite en Afrique, au Maroc. Et puis je vais chuter sur le projet Un patron, une plantation. Alors le contexte lié à la plantation est très simple. Mondialement, la population est en forte croissance. En 2000, nous étions 6 milliards d'habitants sur Terre. En 2054, on sera 9 milliards d'habitants. Alors, comment donc cette population, grâce à la science, technologie innovantes, mais surtout à la politique? En Afrique, de manière générale, 70% de la population active travaille dans l'agriculture. Laquelle agriculture contribue de 10 à 30% selon les pays au PIB. Malheureusement, seulement 2 à 4% des budgets sont consacrés à l'agriculture. De Lusaka, en 2001, la création du débat qui était là pour être un appui pour combler le déficit entre l'Afrique et le reste du monde. En 2003, à Maputo, au Mozambique, il y a l'engagement des chefs d'État qui devaient consacrer 10% du budget national à l'agriculture pour une croissance minimale de 6%. Malheureusement, il n'y a pas les autorités ici qui doivent poser la question de savoir qu'est-ce que le Cameroun consacre en pourcentage de son budget pour l'agriculture. Et vous voyez effectivement qu'on est très très loin de cet engagement. Et il y a une répercussion directe sur la croissance. Ensuite, il y a un an, à Siropo, en Guinée équatoriale, nous avons pris l'engagement de faire de l'agriculture un levier pour la prospérité, l'amélioration des conditions de vie pour tous, en exploitant les opportunités pour une croissance inclusive et un développement durable. Alors ces engagements concourent à un triple objectif simple. 1. La paix. Parce que hier, les affamés étaient résignés. Aujourd'hui, les affamés sont des révolutionnaires, parfois des rebelles. La sécurité, parce que le défaut d'une alimentation suffisante crée l'insécurité. Et enfin, le développement, afin de permettre au secteur privé de créer les richesses nécessaires à l'emploi et à l'État d'engager des devises et autres impôts pour assurer ses missions régaliennes. Ceux qui ont eu la chance de prendre l'avion pour aller voir Yaoundé, vous vous rendez compte qu'en Yaoundé, il n'y a quasiment aucune plantation. À Vol-Bazou, on peut voir un petit peu au niveau de la Niété et les qui est là, mais vraiment c'est extraordinaire. Au Cameroun, il n'y a que 11% de terres arables qui sont cultivées. Ça veut dire que le Cameroun peut multiplier presque par 10 aujourd'hui son potentiel agricole. Par 10. Ensuite, les disponibilités en eau, il y en a beaucoup. Malgré qu'il y ait beaucoup d'eau, nous sommes dans les tropiques, on a un problème d'eau, parce qu'on ne sait pas gérer l'eau. Avoir, c'est une chose, il faut gérer l'eau. La grande biodiversité agroécologique, on est l'un des rares pays au monde où vous avez en même temps le coton dans la zone désertique au nord, le cacao sur le même territoire. Il n'y a aucun pays qui a ça. Ensuite, le taux de croissance démographique est très élevé.
Au Cameroun, aujourd'hui, par rapport à il y a 25 ans, il y a une vraie classe moyenne de gens qui font attention à ce qu'ils mangent, des gens qui ont une maison, une voiture, et ces gens ont besoin de bien manger. Et c'est un marché potentiel. Il y a le grand voisin, le Nigeria, 185 millions d'habitants, qui échangent avec nous. 22% de nos échanges du Nigeria avec le Cameroun, nous le vendons de 3%. Donc il y a un gap, parce que 18%. 180 millions d'habitants, 180 millions de clients potentiels. Le voisin du Nigeria. Ensuite, il y a une forte demande de produits agricoles, alimentaires. Il y a une forte demande de produits agricoles non alimentaires. Et il y a l'augmentation, étant pour moi constante, des prix de produits agricoles. Ce sont les atouts, j'allais dire, naturels que nous avons et qu'on n'exploite pas. Alors les contraintes, il y en a aussi. L'accès au foncier. Il faudrait que l'État puisse réguler, faciliter l'accès au foncier. Malgré le fait, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a 91% de terres qu'on peut utiliser, qui sont cultivables, il y a un problème administratif, il y a un problème foncier quand même, qui est un problème réel. Les populations ont des terres, mais dès que vous voulez avoir accès à ces terres, il y a des blocages. L'État doit réguler ce problème foncier quand même. L'accès aux intrants de qualité, la gestion de l'eau. Le fait d'avoir l'eau, ne veut pas dire que vous pouvez en disposer. Encore, il faut trouver les techniques. Il y a les irrigations, il y a plein de technologies aujourd'hui pour utiliser l'eau. Aujourd'hui, l'eau carbone est un vrai problème. Il y a le manque de mécanisation, les financements qui sont inexistants, particulièrement en agriculture, l'enclavement des bassins de production, la carte de fertilité des sols. Au Cameroun, on met les engrais par défaut. C'est un peu dommage, parce qu'on perd de l'argent. Ensuite, il y a les données climatiques. Il n'y a pas de métier au Cameroun, ça n'existe pas. Pas d'usine industrielle pour la consommation locale, il y en a très peu. L'accès au marché, tout à l'heure je parlais du Nigeria, est très très faible. La promotion de l'entrepreneuriat agricole est suffisante. Les mesures statistiques de l'État doivent être renforcées. Et puis il faut un renforcement des capacités des acteurs en termes de formation, en termes de bonnes pratiques agricoles, mais surtout, et pour moi c'est le problème numéro 1 du Cameroun, en termes de gouvernance. Quel est le rôle de l'État? L'État doit créer un cadre réglementaire propice et incitatif à l'émergence de l'agriculture africaine. L'accès au foncier, je l'ai dit, la recherche et l'innovation, la planification, comme on fait tout de manière un peu improvisée, planification, les infrastructures, les routes, l'énergie, la fiscalité incitative pour les locaux et les bailleurs étrangers, un financement adapté, et puis une vraie gouvernance pour assurer effectivement les investisseurs. Ça, c'est le rôle de l'État. À côté de ça, il y a le rôle du secteur privé, c'est-à-dire ici, là, le secteur privé. Nous devons effectivement encourager la recherche, nous devons travailler pour améliorer la production, nous devons investir dans un vrai tissu industriel pour apporter des solutions de transformation. Nous devons trouver, parfois entre nous, parfois avec le concours de partenaires, des solutions de financement et organiser des vraies chaînes de distribution. Et enfin, le rôle du patronat. Le patronat doit agir comme un partenaire privilégié des États pour la promotion de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture de deuxième génération, orientée vers la transformation, le marché et la création de chaînes de valeur. Et pour ça donc, une fois encore, il faut activer le levier recherche, innovation, production et transformation locale. J'étais dernièrement, il y a une dizaine de jours à Paris, et j'ai acheté du café pour certaines personnes qui l'avaient demandé. Et la dame me dit dans le magasin, vous voulez du café italien? Je dis, madame, les Italiens ne produisent pas le café. Le café vient d'Afrique, madame, pas d'Italie. Comment vous imaginez qu'on produise le café, le cacao, et qu'on envoie ça chez les Européens, ils transforment et ils nous renvoient? C'est tout simplement inadmissible. Et je pense que si on arrivait à créer, et on peut le faire, parce qu'on est intelligent, parce qu'on a fait des grandes études, parce qu'on est ambitieux, parce qu'on croit en notre pays, je pense qu'on peut trouver des solutions pour la transformation locale. Ensuite, donc, le financement. Alors que le financement, c'est pour moi pas un vrai problème. Les gens trouvent bien l'argent pour construire des immeubles, faire des projets quand même
privée, je dis on peut trouver aussi l'argent, effectivement, pour encourager l'agriculture. Il faut y croire. Il faut y croire. Et je ne suis pas à condamner de formation, mais j'ai pris le virus il y a une vingtaine d'années bientôt dans ce métier, et je pense que j'ai fait un bon pari. Production des intrants, semences, engrais, production sanitaire, la légalisation. Et tout à l'heure, je vous parlais plus en détail du cas du JICAM, qui a mis en place un projet, une initiative forte, un patron, une plantation. Alors, je prends le cas d'un pays qui a fait une réussite extraordinaire en Afrique, en s'inspirant du modèle qui vient d'Asie. J'aime bien ça, le modèle qui vient d'Asie. Vous savez, quand vous voyez des pays comme la Corée du Sud et Taïwan, que vous comparez au Ghana et au Nigeria, à l'époque, on appelait l'émergence des dragons de Corée et tigres de Taïwan. De demande d'emploi. C'est un mot qui me gêne beaucoup. Demande d'emploi. On ne demande pas l'emploi. On ne mendie pas l'emploi. On ne commande pas l'emploi. On n'est pas de demander d'emploi. Ce n'est pas le mot de demander l'emploi. Ça vous diminue même presque. Quand vous allez voir quelqu'un vous dit je viens de demander l'emploi, je vous assure, ça vous diminue. Vous n'êtes pas de demander l'emploi. Ceux qui n'ont pas d'emploi sont des personnes qui offrent des compétences. Quand vous venez devant quelqu'un qui dit je veux le travail de nous, c'est comme si vous n'avez rien à donner et que ce n'est pas pitié qui vous prend. Ayez confiance en vous, ayez de bonnes formations et venez en tant que gens qui offrent des compétences. Quel type de demande d'emploi déjà à 50% je dis je ne suis pas confiance en lui. On n'est pas demandeur d'emploi, on offre ses compétences. On vend ses compétences. Et vous êtes payé pas par faveur, parce qu'il y a du mérite, parce qu'il y a un retour derrière. Le mot demandeur d'emploi, essayez d'enlever ça dans vos discours. On offre, on ne demande pas le travail, on ne commande pas le travail, on ne mendie pas le travail, on offre ses compétences. On ne vous embauche pas par pitié. Le patron qui vous embauche, c'est parce que vous lui apportez effectivement quelque chose. Moi, je pense qu'il n'y a pas de chômage au Cameroun. En tout cas, le chômage n'est pas un problème au Cameroun. Le Cameroun n'a pas de problème de chômage, en réalité. Qui connaît des gens ici qui ne font rien? Qui dans la salle ne fait rien du tout? Est-ce qu'il y a le chômage ici? Non? Pardon? D'accord. Alors, ces enfants de compétences-là, qui sont en situation d'attente, qu'est-ce qu'ils font de la journée? Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent du travail? Des enfants de compétences? Une personne. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont fait la compétence, qui recherchent? Oui. Alors, monsieur, vous, je prends votre cas. Qu'est-ce que vous faites dans la journée? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Très très bien. C'est très important. Non, je veux dire, la notion du chômage est une notion européenne qui ne marche pas en Afrique. Toutes les autres, c'est un prix. Si vous restez couché en Europe, on vous paye le chômage, on vous soigne et on vous loge. Si vous restez couché en Afrique, personne ne vous soigne, personne ne vous nourrit, personne ne vous loge. Si vous allez chez la cousine, pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, au bout du 3e, on va dire bon, tu es gentil, mais tu es chez toi, tu es au village. Votre grand-mère qui est au village, qui plante des ignames et qui, en partie, n'est pas une chômeuse. Faites attention à la notion du chômage. Il y a une notion qu'il faut utiliser au mot, c'est le sous-emploi. Le Belgique qui a la licence, pour moi, n'est pas chômeur. Il est sous-employé par rapport à ce qu'il connaît, il n'est pas au chômage. Il ne chôme pas puisqu'il vit, mais il est sous-employé, sous-utilisé. Les gens qui font le call box avec le Camerounais ne sont pas au chômage. Le Belgique n'est pas un chômeur. Il travaille. Peut-être dans l'informel, mais il travaille quand même. Il n'est pas au chômage. Il y a 10 300 000 personnes actives. Et sur les 10 300 000 personnes actives, 90% de cette population active a un emploi, certes, mais 9,5% ont un emploi décent. C'est-à-dire que les 90% ont un emploi décent. Le mot c'est ça, un emploi décent.
C'est-à-dire qu'au Cameroun, vous avez 1 million de personnes sur 10 millions de gens qui travaillent, qui ont un emploi décent. C'est-à-dire que l'emploi correspond à sa qualification et il s'épanouit en travaillant. Les 9 millions de personnes n'ont pas un emploi décent. Le métier qui a sa maîtrise a un emploi, mais ce n'est pas un emploi décent. Et donc, il n'y a que 9% des Camerounais, population active, qui ont un emploi décent. Ça s'appelle un emploi refuge. On n'a rien trouvé. On ne peut pas rester à attendre parce qu'il n'y a pas de chômage au Cameroun. Et on fait quelque chose pour s'occuper et avoir un minimum vital. Donc, l'idée, c'est de sortir de cet emploi d'attente